Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons aborder les systèmes asservis et régulation pour cette année. Nous allons commencer par le chapitre 1 qui s'intitule Introduction au système asservi. Donc, un système est un ensemble d'éléments quelconques, chimiques, mécaniques, biologiques, ila akhirih. Ces éléments sont reliés les uns aux autres pour former un tout. Par exemple, un moteur, un circuit électrique, entre guillemets, l'homme, qui est plutôt un hypersystème très compliqué. Donc, chaque système est relié à l'extérieur par une ou plusieurs entrées, comme on le voit ici. Pour un moteur, c'est une grandeur d'entrée. Pour un système quelconque, c'est plusieurs sorties. Ça peut être plusieurs sorties. Et une ou plusieurs sorties, comme on le voit ici pour le moteur. Et pour le système, pour un système quelconque, qui peut contenir plusieurs sorties, une ou plusieurs sorties. D'accord, tout dépend du système. On parle de commander un système quelconque quand ce système fournit une grandeur de sortie sous l'action d'une grandeur d'entrée. Par exemple, ici, dans le cas du moteur, on donne une tension d'entrée et on obtient une rotation de l'axe du moteur en sortie. Donc, voilà. On va avancer. Donc, en automatique, un asservissement est un système dont le but principal est d'atteindre le plus rapidement possible sa valeur de consigne et de la maintenir, quelles que soient les perturbations externes. Donc, nous avons un système, c'est tout ce paquet-là, et il a une consigne en entrée, on a une consigne, on voudrait atteindre cette consigne en sortie. D'accord ? Donc, le principe général est de comparer la consigne à l'état du système. Nous avons l'état de sortie. On va le comparer à l'entrée, d'accord, de manière à corriger efficacement la sortie. C'est-à-dire, la sortie va essayer on va tenter de suivre au maximum l'entrée. D'accord ? On parle également de système commandé par rétroaction négative ou bien en boucle fermée. On va garder le terme boucle fermée en ce qui nous concerne. Un système asservi est un système à boucle fermée que l'on peut décrire par le schéma fonctionnel suivant. Donc, on peut avoir une chaîne de puissance ou là une chaîne d'action. D'accord ? Donc, ici, nous avons l'entrée, c'est notre consigne. D'accord ? La sortie, c'est notre réponse de ce système, de tout ce système. Et vous avez le process qui peut subir des perturbations et vous avez la partie qui va réguler ou bien qui va corriger les aléas qui vont se retrouver en sortie. D'accord ? On les ramène, donc la mesure de la sortie se fait à travers un capteur qui va nous donner une grandeur physique du capteur. Hein, d'accord, donc c'est la grandeur physique qui correspond au capteur. Donc on va comparer XC à XM, on va obtenir delta X. Ce delta X va attaquer ce qu'on appelle une partie de correction. Et cette partie de correction va nous donner la commande, ou le signal de commande qui va commander le process. S'il y a une perturbation, donc il y aura une perturbation en sortie qui sera notée par le capteur. Donc il va redonner une comparaison, un autre delta X qui va rentrer dans le régulateur et qui va redonner une autre commande. OK ? Où là, il va modifier la commande et va attaquer le process pour que Y va être régulé à la consigne désirée. Voilà, donc ça, c'est une structure générale d'un système asservi. On passe maintenant à deux exemples, ou là plutôt on va dire quel est le but de ce chapitre. Premier, d'abord c'est un chapitre introductif, mais à partir de là, on va parler de deux choses. On va parler d'un système en boucle ouverte et un système en boucle fermée, et on va parler également, où là on va donner les différentes représentations d'un système asservi, ou des systèmes asservis, les différents modèles
qui peuvent être utilisés pour étudier, analyser, synthétiser des systèmes asservis. D'accord? OK, donc premièrement, on va voir cet exemple. C'est un exemple d'une chaudière, comment fonctionne une chaudière. Mais avant, on va dire comment fonctionne un chauffe-bain. Donc, un chauffe-bain, ce qu'on appelle un cadre en cuivre dans lequel on fait passer, ou dans lequel on fait passer une tuyauterie, d'accord, une tuyauterie dans laquelle va passer l'eau. Ok, l'eau froide va entrer d'un côté et va sortir d'un autre côté chaude. Tout ceci grâce à ce qu'on appelle de l'énergie. Donc, on allume notre chauffe-bain. Donc, on va mettre de l'énergie dans le chauffe-bain pour chauffer justement ce cadre de cuivre. D'accord? Donc, une fois qu'il chauffe le cadre de cuivre, je vous demande de ne pas voir toute cette partie. Le vert et le bleu, la partie verte et bleue, ne la regardez pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'énergie va rentrer, va chauffer ce cadre et l'eau va rentrer froide, pardon, et va ressortir chaude. Mais voilà, dans le cas des chauffe-bains classiques, on n'a pas cette partie bleue et verte. D'accord? On n'a pas cette partie bleue et verte, c'est la contre-réaction ou la réaction de notre système. Donc, dans le chauffe-bain, les chauffe-bains classiques, on n'a que ça. Donc, on vient, on allume, on ouvre le robinet et l'eau froide, on ouvre le robinet ici, l'eau froide va circuler ici. C'est une température constante, elle ne va pas changer. D'accord? Donc, on ouvre le robinet ici et on obtient de l'eau chaude. Alors, il va falloir régler la température désirée à la main. D'accord? Et ça change tout le temps. Tout le temps, notre douche, si vous le remarquez, je pense que tout le monde a eu ce problème. La douche, quand on est sous la douche, l'eau change souvent de température. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas régulée. Et maintenant, on va essayer de la réguler à travers ce système. Donc, vous ouvrez l'eau chaude, vous ouvrez le robinet d'eau chaude, l'eau va rentrer froide et elle va sortir chaude ici. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est dans la cuisine, il ouvre le robinet. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir de l'eau qui va surchauffer et qui risque de vous brûler. Et souvent, on a crié dans la maison, fermez les robinets, fermez les robinets. Je suppose que c'est le cas de tout le monde. OK, donc ici, donc l'eau, pourquoi elle a chauffé? Parce que tout simplement, pardon, l'eau froide qu'on a injectée ici n'est plus la même quantité qui rentre ici. Parce que quelqu'un d'autre a allumé a ouvert dans la cuisine un autre robinet. Donc l'eau s'est partagée en deux. Par conséquent, il y a moins d'eau qui arrive ici et donc elle va chauffer plus vite et beaucoup plus. OK, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune régulation. Mais dans les chaudières, c'est des chauffe-bains euh, un peu intelligents, vraiment bon, automatisés, disons. Donc, qu'est-ce qui se passe? On place une sonde qui va mesurer la température constamment. OK? Donc, cette température va arriver ici. Elle va rentrer dans un bloc qu'on appelle le correcteur ou bien un bloc qui va générer une certaine commande. Mais comment elle va se faire? Ce thermocouple va donner une température et elle va être comparée à la température désirée. Si elles ne sont pas les mêmes, la commande va générer quelque chose ici. Elle va commander ce moteur. Soit un moteur, il va tourner soit à droite, soit à gauche, d'accord? Donc, qui dit moteur tourner à droite ou bien à gauche, ça nous fait penser à ouvrir ou bien fermer, d'accord? Donc, effectivement, le moteur, il va attaquer une vanne, une électrovanne. Donc, quand il tourne dans un sens, il va ouvrir la vanne et quand il va tourner dans l'autre sens, il va fermer la vanne. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'eau froide qui arrive. D'accord? Il y a quelqu'un elle va la chauffer. On lui a donné une certaine température. Si quelqu'un va ouvrir le robinet dans la cuisine, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, on a l'eau va diminuer de moitié, donc elle va chauffer plus. Mais le thermocouple, il est aux aguets, c'est-à-dire il est en train de mesurer. Il est en train de mesurer la hausse de température. Donc, qu'est-ce qui ramène cette information ici? Donc, température plus grande que la température désirée. Donc, il va générer une commande ici qui va ordonner au moteur de tourner de telle sorte que la vanne se ferme. Donc, on va diminuer l'énergie. Si l'eau diminue ici, l'énergie va diminuer ici. D'accord? Pourquoi? Parce que le thermocouple a mesuré une hausse de température. D'accord? Maintenant, la personne qui est dans la cuisine, elle a fermé le robinet. Donc, l'eau, elle va arriver à flot, c'est-à-dire elle va augmenter de volume. D'accord? Ou de débit. OK? Donc, l'eau qui va rentrer ici, qui a une certaine température, n'oubliez pas qu'on a diminué l'énergie. Donc, elle va refroidir. L'eau ne va pas être chaude ou ne va pas être chaude comme on le désire. Donc, le thermocouple ou ce capteur va se rendre compte et va donner cette information ici. Donc, la température captée est plus petite que la température désirée. Donc, le moteur va donner, la commande ici va donner au moteur l'ordre de tourner dans l'autre sens, de telle sorte à réouvrir la vanne d'énergie. D'accord? Et donc, il y aura plus d'énergie, plus de chauffage, et l'eau va rétablir sa température désirée, jusqu'à obtenir la température désirée. Donc, le fait de perturber l'entrée de l'eau, donc, qu'est-ce qui va se passer? La vanne va s'ouvrir ou se refermer grâce à ce thermocouple qui nous a donné l'information et qui a donné l'information à ce bloc ou là, à cette partie du système qui a donné qui a généré plutôt une commande pour que le moteur tourne dans un sens ou bien dans l'autre. Voilà donc comment fonctionne un chauffe-bain automatisé. C'est le cas des chaudières. OK, les chauffe-bains classiques n'ont pas cette partie vert et bleu. D'accord? Ils n'ont pas la partie qui génère la commande. Ils n'ont pas le moteur, tout simplement, l'énergie directement. Il n'y a aucune vanne qui arrive. Ou là, disons, il y a la vanne, le gaz, c'est bon. Elle est off ou la on. Elle a deux états, pas plus. OK, quand on l'utilise, elle se met on. Donc, elle a un seul état. Pour moi, elle a un seul état, c'est l'état on. OK, donc on va voir. Donc, vous voyez ici que quand on avait le cadre, uniquement, cette partie en rouge, hein, on ne peut pas commander automatiquement la température désirée. Il faut crier pour que la personne en cuisine ferme le robinet, ou bien il faut aller au robinet d'eau froide et l'ajouter à l'eau chaude pour refroidir l'eau. D'accord? Mais sinon, on n'a pas on ne fait pas ça automatiquement. On doit le faire manuellement, on doit crier, tout ce que vous voulez. Donc, il y a plusieurs façons de régler la température de l'eau qui doit sortir. D'accord? Donc, il faut la refroidir. Soit je crée la cuisine ولا نمس الماء البارد نزيد الماء البارد الماء السخون باش تدخل الحالة باش يولي الماء à sa température désirée. Mais ceci donc ce qu'on appelle un système en boucle ouverte. On donne une entrée et on a une sortie. Voilà, je veux 25 degrés, donc je ne peux rien faire automatiquement. Je dois intervenir, soit en rajoutant de l'eau, soit en criant pour que l'autre personne rétablisse, referme le robinet et le débit d'eau froide ici, il est convenable. Donc, il y a un problème, OK? Mais si on ajoute ce système-là, le système en bleu et en vert, hein, on ajoute un capteur et on reboucle avec l'entrée, d'accord? On reboucle avec l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? On a un moteur qui va commander cette électrovanne. Il va l'ouvrir ou là, il va la fermer selon que la valeur de T est. D'accord? Donc, on va voir maintenant le schéma bloc, hein, ce qu'on appelle un schéma bloc. Donc, vous avez le correcteur. Il y a les couleurs, donc on a la couleur rouge,
la couleur bleue et la couleur verte. On va les retrouver ici. Donc, la couleur rouge, c'est notre système commandé, c'est lui qu'on commande. On commande le moteur pour faire rentrer l'énergie et pour que l'énergie puisse nous chauffer notre cadre. D'accord? Et les perturbations, ça peut être l'eau qui est ouverte dans la cuisine, qui est refermée, ou il y a une coupure d'eau instantanée. D'accord? Donc, ça peut être n'importe quoi, les perturbations. D'accord? Et puis, vous avez la partie bleue. La partie bleue, c'est le thermocouple, ou là, c'est le capteur qu'on a placé dans l'eau pour avoir à tout instant, la température de cette eau. Donc, dès qu'elle change, il y a une information qui arrive au niveau du correcteur. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce correcteur? Il y a une comparaison entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie. Hein? C'est la grandeur de sortie qui arrive ici. Et à partir de là, il va se décider une sortie qui va commander d'une façon efficace le système à commander. D'accord? Donc, on voit ici quelques terminologies. Donc, quand on dit grandeur d'entrée ou désirée ou référence ou bien consigne, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, il faut apprendre cette terminologie. Le contrôleur ou bien correcteur, le système commandé ou bien l'objet. Vous avez les perturbations qui arrivent sur le système commandé, le capteur ou bien organe de mesure, c'est vrai, c'est lui qui me mesure la température. Et puis, vous avez les grandeurs parasites ou bien influences externes, qui sont les perturbations. On bat comme ce qu'on appelle la grandeur de sortie. OK, on avance, on va voir un autre exemple. Cet exemple, c'est l'exemple d'une commande de moteur, soit en boucle ouverte, soit en boucle fermée. Ici, il est en boucle ouverte. Vous allez voir, donc, quand on arrivera à la boucle fermée, vous allez voir, voilà, il est en boucle fermée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une consigne E. On a une consigne E qui traverse, qui attaque un amplificateur opérationnel ou un amplificateur et qui nous donne une tension de sortie. Cette tension, c'est telle qu'on applique au moteur pour qu'il puisse tourner. D'accord? Donc, si E augmente, oméga augmente sans aucun contrôle. Elle est en train d'augmenter au classe. D'accord? S'il y a une fluctuation dans le secteur ou quelque chose comme ça, elle va subir la même fluctuation à la sortie et ça risque d'être assez méchant. Donc, le système est donc en boucle ouverte. Il n'y a aucun retour, hein, d'accord? Donc, ça, c'est un exemple de système en boucle ouverte. On va voir comment on peut le faire. Mais c'est le même système qu'on va utiliser. Mais cette fois-ci, il sera en boucle fermée. Regardez, c'est exactement le même système. D'accord? Sauf qu'on a ajouté ici une dynamo tachymétrique. Une dynamo tachymétrique, c'est un appareil de mesure. On peut l'utiliser autre qu'un appareil de mesure. On peut le retrouver dans les bicyclettes. Donc, c'est la petite, ça ressemble à une petite bouteille. D'accord? Et elle a un bouchon. Avec le bouchon, on peut le coller à la jante du vélo, hein, d'accord? Donc, de la roue, hein, de la roue du vélo. Et quand on pédale, on pédale, qu'est-ce qui se passe? Le vélo est en train la personne est en train de pédaler et en pédalant, la roue, elle tourne. Et en tournant, elle va faire tourner le bouchon de la bouteille, de la dynamo. Et à ce moment-là, vous avez de l'électricité qui va apparaître dans la lampe du vélo. Donc, on voit bien que la dynamo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme l'énergie mécanique en une énergie électrique. C'est elle qu'on place ici. Il y a une proportionnalité. C'est la tension, elle est carrément proportionnelle à la vitesse de rotation du bouchon du tachymètre, hein, ou de la dynamo.
Donc, on place un tachymètre ici, on fait tourner le moteur, donc en tournant, donc il va faire tourner le tachymètre qui, lui, va nous donner une certaine tension. Cette tension, on va la ramener ici en entrée, d'accord? Donc, on va comparer donc la sortie, d'accord? On va comparer la sortie à quoi? À l'entrée désirée, ok? Donc, A, ça va, pardon, ça va être A, E moins V1. E moins V1 qu'on a appelé epsilon. D'accord? OK, donc regardez ce qu'on a écrit. Oméga est transformé en tension V1. Cette dernière est comparée à E. Et le résultat de la comparaison de la tension va agir sur la vitesse de rotation du moteur. Regardons cet exemple. Si oméga augmente trop, c'est-à-dire oméga, elle va nous donner un V1 très important. Et ce V1 est très, très grand. Et donc, E moins V1 est très petit. OK? Donc, E moins V1 est très petit. Autrement dit, epsilon est très petit. Donc, U va diminuer. Et en diminuant, donc, la rotation, la vitesse de rotation, elle va diminuer. D'accord? Dans le cas contraire, si oméga est très petite, alors V1 devient petite aussi, et E moins V1 va augmenter. E moins V1 augmente, epsilon augmente. Donc, U augmente. D'accord? Et donc, on va redonner une accélération ou une vitesse de rotation plus importante. D'accord? Et on peut atteindre la vitesse désirée comme ceci. Par exemple, je veux atteindre 3000 tours par seconde. Je n'ai qu'à demander ça en consigne. Ici, E0 qui va être transformé en tension. Ok, ce n'est autre que مش هيعطوا هذايا يعطوا له نسيته une résistance variable. C'est une résistance variable. Donc, on va prendre la tension désirée à partir de cette résistance variable. Et qu'est-ce qu'on a? On peut donner c'est-à-dire notre consigne, cette tension E va correspondre à une certaine vitesse de rotation désirée. D'accord? Donc, finalement, je désire une certaine vitesse de rotation. Cette vitesse de rotation, elle est transformée en une tension électrique et elle va être constamment comparée à la sortie jusqu'à ce que la sortie devienne V1, si vous voulez, et devient égal à D'accord? Il va nous donner tout le temps une même vitesse de rotation. Et là, vous voyez qu'on vient de la sortie et on réinjecte ça en entrée. Et donc, on dit qu'on a bouclé le système. Le système est en boucle fermée. Si on veut voir ça sous forme de schéma fonctionnel ou le schéma bloc, vous avez notre potentiomètre, voilà, c'est le mot que je cherchais, la résistance variable, c'est le potentiomètre. Il va nous donner un E. La dynamo ou la sortie va être transformée en une sortie, en une tension. Donc, on va comparer cette tension d'entrée avec la tension de sortie. Ça va nous donner une certaine erreur qui va être amplifiée et il va attaquer le moteur plus la charge. Et on peut remesurer oméga. Tant qu'on n'a pas obtenu le oméga désiré, ça va revenir. Hatta win oméga se stabilise. Ok, donc on vient de voir deux exemples en boucle ouverte ou là en boucle fermée. Ok, donc là, on va passer dans la prochaine vidéo. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Donc, mais avec cette diaporama, donc, les modèles de représentation des systèmes, on vient de voir déjà un système asservi, on vient de le voir sous forme de schéma bloc. Donc, un système peut être représenté sous plusieurs formes. D'accord? Donc, dans ce qui va suivre, on va voir la transformation de la place, ou la transformée de la place et la fonction transfert et les équations différentielles et éventuellement ce qu'il y a caché ici. Hein, d'accord? On va les voir dans la prochaine vidéo.
Donc, elle dit, je vais l'appeler vidéo 1 ou l'introduction chapitre 1, 1 ou l'autre, la deuxième vidéo va s'appeler chapitre 1, 2. OK, merci.